données, et dans le même temps, comment ces mondes virtuels peuvent être des générateurs de simulations, de situations, de données qu'il faut donc analyser pour prendre des décisions. Je vais laisser mes camarades se présenter. Je propose qu'on démarre avec toi, Tony. Toi, tu es un spécialiste de la donnée. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, ton parcours, et puis le pitch de ta société aujourd'hui? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous, enchanté d'être présent, merci pour l'invitation. Je suis très honoré de participer à cette table ronde sur cette thématique que nous on porte, sur laquelle je crois depuis maintenant 8 ans. Je viens du monde de la data, je viens de la production, et la data m'a amené à la 3D, parce qu'aujourd'hui les enjeux d'analyse de données hypermassives sont qu'on a besoin d'inventer un nouveau moyen d'interaction, de compréhension, pour pouvoir faciliter l'analyse de données. Donc chez Data Club, on est spécialisé Big Data sur une plateforme américaine qui s'appelle Splunk. Et le constat, c'est qu'on génère de plus en plus de reporting, etc. Et qu'on analyse toujours tout ça avec souris, clavier, écran. Et que ça ne suffit pas. D'où l'idée de s'immerger en 3D directement dans la donnée. Donc ce qui m'a poussé à créer une seconde société, Vista Club, il y a maintenant 5 ans, qui a mis sur le marché une solution immersive analytics qui permet de créer des metaverses privés dans lesquels vous allez pouvoir intégrer vos données en temps réel et vos données historiques, tout ça couplé avec des modèles 3D, des digital twins qui vont vous servir de décorum sur lequel vous allez pouvoir superposer votre donnée. On a une petite vidéo, je crois, si on peut l'afficher, qui va illustrer tes propos. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir collaborer à distance en étant multi-device, que ce soit l'utilisation d'une tablette, d'un laptop, d'un ordinateur, de casques VR et de casques de réalité augmentée. Chacun utilise le device de son choix et peut collaborer au temps réel par-dessus ces données. Les enjeux sont multiples, les cas d'usage aussi. On a déjà réalisé des projets avec Société Générale, avec BNP Paribas, avec Alice. Ici, sur la vidéo, on a un exemple de simulation de Smart Cities, sur lequel on va pouvoir faire la simulation. On va pouvoir aussi avoir des thématiques, des use cases autour de la cybersécurité, comment est-ce qu'on va pouvoir analyser en temps réel des failles de sécurité, des situations d'urgence avec par exemple des SOC qui travaillent à distance. Des cas d'usage aussi dans la partie Smart Industry, comment est-ce qu'on va pouvoir à plusieurs collaborer dans une usine sur laquelle on va pouvoir superposer des informations en temps réel, des informations sur les cadences de production, sur différents types d'incidents. Comme disait l'intervenant juste avant, en fin de compte, quelles sont les limites? Les limites, c'est uniquement vos capacités d'imagination. C'est comme avec le data, comme avec la data, comme avec le big data, en fin de compte. Votre matière première, c'est la donnée, qu'elle soit industrielle, marketing, du jeu vidéo, soit de la cybersécurité ou autre, tout ça va pouvoir être analysé. Et le fait de faire ça de manière immersive va vous permettre de travailler autrement en utilisant tous vos sens, la voix, le toucher, collaborer en montrant directement avec son avatar les choses, en les montrant du doigt, c'est autre chose que de collaborer sur un TeamViewer en partageant un spreadsheet en disant est-ce que tu as bien vu les chiffres à tel endroit. Voilà. Est-ce que tu as vu une évolution auprès de tes clients depuis fin 2021 avec l'arrivée de tous ces termes métaverse? Est-ce que tu as senti quelque chose de différent, une perception, une envie Déjà, la vulgarisation qu'on fait depuis des années, nous, tout seul dans notre coin, à travers le monde, à travers différents salons, comme le Label Virtual, auquel on a déjà participé plusieurs fois, ça permet de mettre un mot, de mettre en lumière effectivement ce phénomène. Et ça a permis de faire connaître au grand public ces technologies immersives et de vulgariser effectivement ce terme de metaverse. Mais il y a encore énormément de travail à faire sur le sujet. Ok, merci, on y reviendra. On passe la parole à Erwan Krotov. Tu es le fondateur de Retail VR. Tu es un peu sur la ville, alors. Oui. Donc tu étais un voisin en quelque sorte. Pareil, je te laisse te présenter. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette société aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites? Oui, merci Alexandre. Et ravi d'être ici. Donc Retail VR, on existe depuis 4 ans. On est une jeune société, on est basé à Nantes, une vingtaine de personnes. On travaille sur une plateforme de 3D, ce qu'on appelle le 3D commerce. En fait, on a travaillé sur
la création du jumeau numérique du magasin pour des usages très métiers autour du retail. Et on va adresser essentiellement tout ce qui est grandes marques et distributeurs. On a développé une plateforme autour de 4 grands usages, 4 expertises. Pardon. La première, c'est on a affaire à des gens qui sont pas experts de la 3D, donc c'est leur donner la capacité de pouvoir créer ces jumeaux numériques simplement à partir d'une plateforme de code, donc de pouvoir créer ces environnements virtuels avec une technologie notamment qui permet de recréer des produits 3D à partir de photos, la sortie de la vidéo aussi. On va faire la petite vidéo qui va illustrer. Voilà, donc de pouvoir également créer des lieux avec des configurateurs de lieux virtuels, comme ici ce qu'on a à l'écran, donc partir d'un magasin et le recréer en 3D très rapidement. Les interactions sociales également, donc là vraiment on a accéléré ces sujets-là, notamment en 2021-2022 sur le sujet métaverse. L'idée c'est de pouvoir donner accès utiliser ces assets environnement 3D dans un magasin, pouvoir les ouvrir à des consommateurs et créer un lien finalement social entre des consommateurs mais aussi un vendeur, de pouvoir créer l'expérience de shopping. Et puis la quatrième expertise de cette plateforme, c'est de pouvoir connecter cette plateforme à des solutions de e-commerce, à des Shopify, des Magento, des PrestaShop, et vraiment avoir une plateforme orientée e-commerce, y compris vers des marketplaces de NFT, par exemple, ce qu'on a fait pendant la période Covid. Donc, l'idée, c'est vraiment, on voit à l'écran, c'est 2 offres aujourd'hui. 3D merchandising, c'est de pouvoir, de façon très opérationnelle, donner à ces équipes de retail la capacité de pouvoir virtualiser un point de vente, le simuler, déployer des concepts. Donc là, on voit à l'écran des outils d'édition qui permettent de créer des rayons, de pouvoir créer des magasins, de pouvoir avoir ces interactions sociales sur la partie 3D commerce. Et on en parlera, mais donc la data est importante pour nous, puisqu'on l'utilise à la fois en entrée, puisqu'on vient alimenter nos applications avec de la donnée qui vient enrichir ces applications virtuelles et qui vont aider à prendre des décisions, des données qui peuvent venir de panels marketing, panels de vente, et donc qui vont aider par exemple à dire, voilà, quand je fais une analyse comme ça, là on est sur du tracking, la donnée va m'aider à prendre une décision sur où est-ce que je vais implanter ce rayon par exemple. Et puis la donnée sortante, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on va également s'interfacer avec des solutions, des cabinets d'études qui vont utiliser nos solutions immersives en magasin pour pouvoir faire des études, des choix sur des packaging, des choix sur des implantations de rayons, connectés à des instituts d'études comme Kantar par exemple, ou d'autres moins connus français. Même question que pour Tony, est-ce que la période... non, pas exactement la même. Est-ce que la période Covid a été un accélérateur pour vous, ou un transformateur, et suivi derrière la mode métaverse? C'est 2 vagues. Ouais. Comme Tony, on y croit depuis avant la vague Metaverse avant 2021, on lance ce projet en 2018, donc c'est vraiment qu'on y croit. Le Metaverse a mis en lumière et nous a permis d'accélérer sur certains sujets, notamment par exemple un des solutions qu'on a sorti pendant le Covid, c'est pour Kenzo par exemple, c'est un magasin virtuel, un showroom virtuel dans lequel les marques pouvaient se connecter, donc des acheteurs par exemple basés un peu partout dans le monde qui avaient la possibilité d'engager leur collection en B2B. Donc typiquement, c'est des choses qu'on a accélérées. Des études de marché en virtuel ne pouvaient se faire qu'en virtuel. Donc typiquement, on a accéléré aussi sur ces sujets. Donc oui, il y a eu un engouement fort, ce qui nous a permis d'accélérer. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont restées, d'autres qui le sont un peu moins. Par exemple, typiquement, dans nos sujets qui sont plus B2B, des avatars, sont plus pour nous aujourd'hui des sujets de collaboration entre les équipes, marketing, vente, magasin, etc., plutôt que des interactions sociales e-commerce. Mais bon, on évangélise par B2B, on arrive aujourd'hui sur des sujets qui sont plus consommateurs B2C au final. Ok, merci beaucoup. Pour compléter ce panel de spécialistes du domaine, et pas opportunistes, vous direz, parce qu'on n'a que des gens qui travaillaient dans ce domaine-là avant le Covid et avant cette mode, passons à Stéphane Adamiac, qui est directeur de l'innovation pour la société Monzalab et la gamme de produits Tinui, pardon, excuse-moi, la prononciation était mauvaise. Est-ce que tu peux, pareil, nous raconter, toi ça fait longtemps finalement que tu fais des sujets en rapport avec la réalité virtuelle et les mondes virtuels, et puis nous présenter un peu cette histoire-là, et puis surtout ce que vous faites aujourd'hui, et pareil, on aura une petite vidéo. Et si vous pouvez couper le son de la vidéo, on a un retour son sur scène, c'est pas cool. Merci. Eh bien, merci. On m'entend oui, c'est bon. Et donc, je suis en effet Stéphane Adamiac, et donc bonjour à toutes et tous. Comme Alexandre le disait, puisque tu m'y invites, je vais faire un petit retour sur ma carrière, parce que j'ai commencé dans le jeu vidéo à la fin du siècle dernier. Et on voit qu'il y a en effet un rapport assez important entre le jeu vidéo et les univers virtuels dont on parle, et le metaverse qui est toujours à venir.
Personnellement, après, j'ai évolué en travaillant chez Orange, plutôt du côté de l'innovation, avec les R&D sur tout ce qui allait être contenu, expérience innovante, et donc ce qui m'a amené à la réalité virtuelle. Et c'est à l'occasion donc de ces projets, quand j'étais encore chez Orange, que j'ai mené un projet d'animation, de construction d'animation de communauté dans Second Life. C'était en 2007. C'était une de ces vagues, justement, où on a commencé à parler d'univers virtuel, où les marques se sont engouffrées dans cet univers virtuel avec la promesse d'une sorte d'Eldorado où des gens pouvaient devenir millionnaires en créant des t-shirts ou des robes, en vendant déjà des objets virtuels. Et évidemment, donc Second Life maintenant fait partie du passé, même s'il existe toujours, et c'est intéressant de voir qu'il y a encore aujourd'hui plus de monde qui va sur Second Life chaque jour que sur Decentraland ou Sandbox. Bon, je parle pas de Roblox, c'est autre chose, ou Minecraft ou les autres. Mais en tout cas, ça existe toujours, et c'est toujours un endroit où il y a beaucoup d'innovation. Bref, tout ça m'a amené ensuite après à la réalité virtuelle, et donc j'ai créé un environnement immersif pour Orange avec la société Manzalab, et finalement après je suis passé de l'autre côté de la barrière, où j'ai rejoint Manzalab en tant que directeur innovation pour travailler notamment sur des expériences virtuelles. Et donc Manzalab est une société qui a commencé en 2010 en se positionnant sur le secteur du service gaming avec l'idée de la formation à travers donc on va dire motorisé par les principes du jeu vidéo. Et évidemment là aussi la réalité virtuelle s'est très vite imposée comme un médium de choix du fait de sa capacité à engager les utilisateurs grâce à l'immersion. Donc on a beaucoup travaillé comme ça chez Manzalab sur la notion de présence, par exemple. C'est quelque chose d'assez magique. Quand on est face à un écran, c'est pas la même chose que d'être incarné dans un avatar, dans un environnement immersif. Donc à travers différents outils comme ça, donc on a pu mener des expériences vraiment de formation très spécifiques, alors jusqu'au geste métier, par exemple à la formation de machines dans l'univers pharmaceutique, fabrication de médicaments. Et puis est arrivée donc la possibilité d'évoluer vers une plateforme, et donc est arrivé TeamU. Donc on va afficher quelques images. Et même question, toi, j'imagine que TeamU, par rapport à la période Covid, ça a été un déclencheur, accélérateur, ça a dû être une aventure un peu dingue, j'imagine que vous avez roulé sous les demandes. Ça a été un catalyseur, finalement. On avait des briquets Pars et on travaillait sur la réalité virtuelle. On avait la possibilité, en effet, de dire voilà, on peut réunir des gens dans un environnement virtuel, mais on faisait sur un petit nombre. C'était en général des petites équipes ou alors des duos, voire une seule personne qui utilisait la réalité virtuelle. Là, le Covid nous a amené à recréer du lien et à abolir la distance, mais il fallait le faire pour beaucoup plus de monde. Et c'est là aussi qu'on a dû faire un choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la réalité virtuelle, elle se limite à des équipements qui sont très lourds, qui sont complexes et qui sont encore relativement chers. Et on a fait le choix à ce moment-là de ne pas se limiter, de renoncer à une forme d'immersion pour ouvrir des plateformes à un plus grand nombre. Il y a eu un énorme investissement qui a été fait pour massifier le nombre d'utilisateurs simultanés qu'on pouvait avoir dans un événement, puisque c'était ça la vocation première de TeamU, ça a été de faire des événements professionnels. Et donc il a fallu aussi donc réduire la charge sur les machines où on pouvait installer l'application dans un premier temps, éviter que ce soit des PC de gamers avec des systèmes de ray tracing et ce genre de choses, que ça tourne sur une machine bureautique, et finalement évoluer au bout d'un moment vers un format web où il n'y avait plus besoin d'installer une application mais simplement une URL sur laquelle on pouvait se connecter. Ok, merci. Erwan, toi tu es pragmatique aussi, un peu comme pour TeamU, c'est-à-dire que dans ta solution, tu n'utilises pas forcément que de la réalité virtuelle, tu utilises des plateformes 3D interactives sur écran, qui sont aussi dans ces critères de Metaverse. On peut malgré tout analyser l'activité des utilisateurs dans ces mondes-là quand ils sont sous forme d'avatar. Et du coup, est-ce que tu peux nous détailler ce que tes clients te demandent d'étudier et de mesurer en termes de données chez tes shoppers dans ces mondes virtuels? Ouais. Alors oui, il y a en général ce qu'on nous demande d'étudier, c'est le type d'études qui vont porter sur le packaging produit, savoir quelle est entre différentes versions, une sorte d'A/B testing qu'on va réaliser en virtuel et en situation, ce qui permet de projeter vraiment le consommateur en situation dans le lieu de vente.
Et puis des études qui vont avoir lieu plutôt sur l'organisation de réunions, savoir par exemple pour des grandes marques comme Haribo, comme Nestlé, etc., c'est savoir quelle est la meilleure organisation de réunion et ça passe par des phases d'études. La contrainte évidemment quand on fait ça, c'est que le but c'est évidemment de pouvoir immerger le plus possible le consommateur dans une situation le plus proche possible de la réalité. Le casque, évidemment, est l'outil idéal. Néanmoins, nous, on fait également des études quantitatives, c'est-à-dire qu'on va interroger un grand nombre de personnes qui ne sont pas forcément équipées de ce type de matériel. Donc l'enjeu, c'est d'arriver quand même à pouvoir proposer ce type d'expérience suffisamment immersive sur un PC pour pouvoir en tirer des indicateurs et pour derrière prendre des décisions. Donc en fait, l'enjeu il est de pouvoir utiliser ces technologies. Je dirais que pour la société d'études, nous on n'est pas de nouvelle société d'études. On va concevoir l'environnement immersif et tout le savoir-faire, il est du côté de la société d'études qui, elle, a son savoir-faire et sa science sur les études. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on vient remplacer quand on fait en virtuel? On vient remplacer quelque chose qui normalement se fait dans le monde physique. C'est-à-dire qu'en général, il y a plusieurs façons de faire une étude. Vous recréez un lieu physique imaginaire dans un hangar et vous recréez un rayon, vous avez une grosse partie logistique de produits à installer, et vous faites venir des panels de consommateurs devant ces rayons. Ça coûte souvent très cher, il faut le mettre en place. Pour être représentatif, il faut le faire dans différents lieux et pas simplement dans un lieu unique, il faut le faire à plusieurs endroits. Il faut le faire sur une grande quantité de personnes. Il y a des biais également qui existent. Il y a des biais puisqu'en fait vous n'êtes pas dans une situation réelle, donc la société d'études doit être en capacité de calculer ces biais-là. Donc ça c'est une méthode. Il y a d'autres méthodes qui consistent par exemple à aller imprimer des grandes bâches en 2D, donc toujours en physique. Là aussi il y a des biais. Et finalement, en fait, la question qu'on me pose souvent, c'est en virtuel, il y a aussi des biais. Il y a des gros biais, c'est de leur mettre un casque ou d'être sur un écran, et donc on n'est pas dans la réalité. Et finalement, il y a aussi des biais quand on fait dans un magasin qui est recréé dans un hangar ou sur une bâche. Et tout le métier de la société d'études, c'est de savoir calculer et identifier ces biais pour pouvoir corriger l'étude et finalement tirer des conclusions. Et pour pouvoir réussir finalement cette recette, l'idée c'est pas de se dire il y a des biais, c'est de savoir les calculer, les identifier et de pouvoir avoir une consistance dans les études. C'est-à-dire que quand je commence à faire une étude en réel, je vais pas pouvoir tout d'un coup lancer une étude en virtuel parce que du coup je pourrais pas la comparer. Par contre, si je commence à... Et tu as des exemples de ces biais, ça peut être quoi alors, les biais sont plus calculés par les sociétés d'études. C'est elles qui vont faire en fait ce qu'ils appellent des études sur les études, en gros, pour savoir identifier sur une étude virtuelle, sur une étude en réel, sur un magasin recréé ou sur une bâche imprimée, les écarts qu'on peut avoir par rapport à la réalité. Et à partir de là, ça va en extraire les informations. Effectivement, quand on est dans ces mondes virtuels, immersifs ou pas immersifs, on n'est pas comme dans la réalité. Tony, toi, de ton côté, qu'est-ce qui... c'était quoi est-ce que c'était une hypothèse, le fait de dire, grâce à l'immersion, je vais mieux comprendre la donnée ou, tu vois, quelle est la motivation et qu'est-ce qui se vérifie aujourd'hui? Est-ce qu'on est plus performant? Est-ce qu'on peut mieux collaborer à analyser la donnée? Quels sont les grands axes? Pour moi, c'était une certitude depuis bien longtemps. Concrètement, oui, quand on est dans un monde immersif, on a une concentration qui est différente, on a une perception spatiale. Voir, c'est déjà comprendre. Le fait de pouvoir tourner à 360 degrés autour d'un objet, de pouvoir collaborer à plusieurs, donc par exemple analyser la Terre vu de l'espace avec des flux qui seraient des flux bancaires, comme on a fait par exemple pour la BNP. Les personnes sont disposées autour de cet objet, chacun a sa propre perception. L'objet peut tourner, on va pouvoir se mettre dessous, par-dessus, et on a très rapidement identifié des flux qui venaient dans le Golfe, juste en dessous de la Côte d'Ivoire, il y a une île avec un paradis fiscal. Ils n'avaient aucune perception qu'il y avait des flux financiers qui passaient par là. Et ne serait-ce que de le voir comme ça en 3D, ça a permis effectivement de se rendre compte qu'il y avait des choses qui, sur des tableurs Excel, sur du reporting classique, pie chart, histogramme, etc., n'étaient pas perçus. Donc on a effectivement une manière de travailler, et surtout sur la data, quand on commence à avoir des aspects multidimensionnels, parce qu'on travaille avec des data scientists, il faut inventer des nouveaux modèles visuels qui sortent de ces carcans de représentation classiques, les 4 histogrammes, les lignes, les aérocharts, etc., pour pouvoir comprendre
en un minimum de temps, un maximum d'informations, et pour pouvoir après effectivement faire des extrapolations. Ok, on y reviendra. On parlait du comportement dans ces mondes virtuels des utilisateurs. Stéphane, de votre côté, vous avez donc utilisé votre plateforme pour faire plein d'événements avec des centaines de personnes. Comment est-ce que vous avez analysé la manière dont les gens se comportaient dans ces zones de séminaires virtuels, ces salons virtuels? Est-ce qu'il y a des grosses différences et qu'est-ce qu'on peut enregistrer sur ce que font les personnes qu'on ne peut pas faire dans la réalité? Alors, je vais commencer peut-être par le recueil de la donnée. Finalement, comme je le disais tout à l'heure, on est très proche du jeu vidéo. Donc finalement, ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un jeu vidéo, on peut le faire dans un univers virtuel. Un avatar se déplace, il a des interactions avec des objets qui sont connus, il est lui-même une sorte d'ensemble de capteurs qui évoluent dans l'environnement virtuel. Donc tout ça peut être traqué, peut être stocké. La question après, c'est de savoir comment on peut l'exploiter. Et donc là aussi, c'est un outil qui est connu. Si on prend par exemple des gens qui travaillent chez Ubisoft, au niveau de la conception des jeux, au niveau du réglage, c'est un métier donc d'utiliser ces données pour pouvoir après optimiser la difficulté par exemple d'un jeu, la facilité de progression, ce genre de choses. Donc nous on est en mesure aujourd'hui de faire ces mesures-là, de les stocker. Après encore faut-il pouvoir faire des rapports qui sont pertinents pour les clients. Aujourd'hui, nous on ne demande pas d'aller jusqu'à ce niveau de détail-là. Par contre, quand on organise un événement professionnel, l'organisateur a besoin de savoir justement un peu comment ça se passe, c'est comme dans un événement réel, et je dirais que par rapport à un événement réel, on a plus de facilité justement à pouvoir apprécier plus finement ce qui se passe vraiment autour de chaque utilisateur, donc d'avoir des données de fréquentation. Par exemple, autour d'un stand, il est difficile aujourd'hui, dans les salons professionnels, on a l'impression des fois d'être pris un petit peu en embuscade, avec des gens qui vous sautent dessus pour flasher votre badge et ce genre de choses. Là, dans un environnement virtuel, on n'a pas besoin de ça. Il suffit juste de passer dans la zone du stand et votre trace est là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vendre aussi aux clients, aux gens qui prennent un stand sur un événement virtuel. C'est-à-dire vous allez avoir une image fidèle, finalement, des gens qui sont venus. Vous allez avoir, si vous voulez, donc les contacts, s'ils sont bien sûr d'accord, c'est un consentement, là aussi, on revient au RGPD, qui était mentionné avant. Donc on a des données comme ça qui peuvent être partagées avec les organisateurs et avec les gens qui sont clients des événements virtuels. Après, sur le comportement en lui-même, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a le mimétisme en fait, qui s'installe très vite. Quand on est dans un environnement 3D, on va retrouver des comportements qu'on n'a pas, par exemple, en allant sur un site web ou dans un web séminaire, par exemple. La notion de l'espace interstitiel, je dirais, devient d'un seul coup très importante. On peut refaire des rencontres fortuites. Mais en même temps, il y a des codes qui ne passent plus. Par exemple, quand quelqu'un n'est pas là, il est parti, il s'est absenté 5 minutes, il y a son avatar qui est en train de rester là, donc on va avoir des tentatives de contact qui vont se faire, mais pas de réponse forcément de la part de la personne qu'on cherche à contacter. Donc on a des attentes par rapport au réel qu'on va essayer de reproduire dans le virtuel et qui ne sont pas forcément accomplies. Donc là, à ce niveau-là, je pense qu'on a encore du travail à faire pour pouvoir donner du bon feedback, on va dire, sur vraiment la disponibilité des gens dans la réalité virtuelle. On a beaucoup évolué aussi à ce niveau-là pour faciliter la communication. Avant, c'était quelque chose qui était un peu difficile, il fallait s'asseoir sur une chaise pour ouvrir un canal audio. Maintenant, on a recréé justement donc, cette notion un peu de bulle autour des gens, qui fait qu'à partir du moment où je rentre dans la bulle de quelqu'un, je peux discuter avec cette personne-là, et si quelqu'un rentre dans la bulle, on se retrouve dans une discussion à plusieurs. Et là, la notion, par exemple, de spatialisation du son était évoquée un peu plus tôt dans une intervention précédente. Là, on dit, et aujourd'hui, justement, c'est quelque chose, je peux entendre au loin quelque chose, je peux entendre un mot qui m'intéresse, me rapprocher, et à ce moment-là, on reproduit justement ce qui se passe, par exemple, dans une soirée, c'est qu'on va d'un niveau à un autre en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, et on évolue comme ça. C'est d'ailleurs finalement une des motivations à la base qui nous a amené à faire Studio tel qu'il est, c'est qu'on était justement pendant le confinement, on était loin les uns des autres et on avait besoin de cet espace-là, tout ce qui était donc réunion Teams, vous avez dû vivre ça aussi, pendant 8 heures vous enchaînez les réunions, c'est calé, vous avez même pas 2 minutes pour souffler, c'est extrêmement fatigant, il n'y avait plus cette possibilité de contact. Ce qu'on a voulu refaire finalement en créant ces espaces-là, c'est redonner la possibilité
du fortuit, de la sérendipité, quelque part, de la rencontre, comme ça, au dépoté. Le Covid a été un accélérateur du développement de ces plateformes. Donc il s'agissait de répondre à une impossibilité de réunion. Est-ce que, passer ces contraintes de déplacement et de réunir des personnes, aujourd'hui, c'est quoi les motivations à conduire ces événements virtuels chez vos clients? On n'est plus seulement dans l'événement, maintenant on est justement dans la persistance, qui était un des points que tu notais comme essentiel pour la notion de métavers. Donc on est plus maintenant aujourd'hui dans la tentative de faire des bureaux virtuels, de faire des campus aussi, où on peut se réunir, avec la notion d'organiser des événements, mais aussi donc d'avoir par exemple des salles projets, où on peut donc organiser des réunions de travail, où on peut exposer aussi des travaux et recueillir donc là aussi avoir des rencontres qui ne sont pas forcément programmées. Donc on a de plus en plus ce genre d'idées, par exemple la question du onboarding est de plus en plus fréquente. On nous demande d'avoir des espaces dans lesquels on peut accueillir, on peut former pendant plusieurs jours, faire se rencontrer des gens qui sont normalement disséminés sur toute la planète. Et c'était d'ailleurs avant qu'on soit sur TeamU, une de nos premières expériences en réalité virtuelle, cette fois c'était sur des séminaires de cadres pour l'entreprise Technip FMC, donc des gens qui travaillent sur des plateformes pétrolières, qui étaient vénézuéliens, qui étaient au Brésil, qui étaient en Afrique, et qui pouvaient donc se retrouver en temps réel, en personne, à travers des avatars photoréalistes, pour pouvoir donc interagir de manière plus riche à travers d'autres solutions. Donc on est dans ce genre de choses-là aujourd'hui. Par contre, après, je pense je vais quand même mettre un bémol, c'est que la notion de bureau virtuel, c'était aussi quelque chose que tu soulignais tout à l'heure. Ça reste quand même quelque chose de fatigant, de contraignant, donc il faut qu'on étudie, c'est ce qu'on est en train de faire aussi, à quel moment c'est pertinent. C'est bien pour des équipes, par exemple, qui sont assez éclatées, qui travaillent à distance. Par contre, ça ne remplace pas un open space ou ce genre de choses. Dans certains cas, par contre, ça peut être intéressant pour des équipes qui sont très distribuées. Merci. Et moi, je voulais revenir sur l'aspect analyse. Donc, aujourd'hui, toi, tu fais principalement en B2B des études de comportement. Peut-être si je simplifie, tu me dis. Mais faisons un petit exercice de prospective. Demain, on aura ces espaces de commercialisation qui seront potentiellement persistants, 3D, que les consommateurs pourront parcourir. Ouais. Et projetons-nous non pas sur le fait qu'ils achètent des produits dans ce monde virtuel, mais le luxe en particulier, toutes les marques et le luxe en particulier cherchent à faire des expériences de shopping très personnalisées. Tu me disais ça, on en parlait un peu avant. Si on pousse le bouchon très loin, ça peut ressembler à quoi le shopping ultra personnalisé demain dans ces mondes virtuels? Alors oui, on a eu la chance de travailler un peu sur ce sujet-là, notamment avec des entreprises comme Capgemini ou avec Nespresso. Et en fait, notamment une expérience où l'idée c'est de pouvoir proposer un environnement virtuel dans lequel toute l'offre correspond aux attentes du consommateur. C'est-à-dire qu'on va analyser en fait en amont le parcours du consommateur, on va arriver à profiler le consommateur en fonction de son parcours sur le web, sur Internet, etc. Et au moment où il va rentrer dans son magasin virtuel, dans le showroom virtuel, on va lui proposer une offre qui correspond en fait à ses attentes, à ses goûts, de façon à avoir une offre ultra personnalisée. Donc ça c'était un sujet assez intéressant, on l'a fait sur des sacs de luxe. Comme on expliquait avec Erwan, effectivement, l'IA aujourd'hui, le computer vision, on va pouvoir analyser le comportement d'une personne en temps réel, capter ses émotions, capter ses sentiments et retranscrire tout ça après pour pouvoir interagir avec cette personne de manière plus proche et qui corresponde effectivement à son comportement. Ces IA, elles sont avant la visualisation immersive pour pré-traiter les données ou elles sont présentes vraiment dans le monde, dans la visu 3D et activables à ce moment-là? Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, aujourd'hui on a des capacités de calcul qui sont limitées par rapport à cette plateforme. Donc en fin de compte, on va faire tout le travail en dehors de cette plateforme, on va capter la donnée, les envoyer dans des moteurs intelligents qui vont travailler et restituer uniquement après l'information. Yes. Je change un peu de sujet rapidement, mais Stéphane, tu nous disais que tu avais mis en œuvre du Second Life en 2007 pour Orange. Non pas que je vais te rappeler le truc qui passe, mais
finalement, qu'est-ce qu'on fait de plus aujourd'hui que tu faisais déjà en 2007? Un peu provocateur la question, mais oui, c'est plus joli, mais est-ce qu'on fait plus de choses? Est-ce qu'on peut faire plus de choses? Je pense que c'est intéressant en effet de revenir sur ce qui s'est fait à l'époque. Je dirais que, en effet, donc, on se retrouve un peu donc, dans une continuité de l'univers virtuel. Ce qui a peut-être changé, c'est le rajout de la troisième dimension immersive avec les casques de réalité virtuelle, mais ça reste un usage aujourd'hui encore très minoritaire, on l'a souligné. Je pense aussi qu'en termes d'ergonomie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abordé aujourd'hui. On a eu aussi donc, une démocratisation, une inclusion de la dimension jeux vidéo et jeux en général dans la société qui fait que des codes, des grammaires sont intégrés aujourd'hui. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'entrer dans ces univers-là que ça l'était à l'époque. Mine de rien, à l'époque, c'est quand même il fallait être très motivé pour rentrer dedans et y évoluer et trouver quelque chose d'intéressant à faire. En même temps, la question se repose aujourd'hui quand on va dans Roblox ou sur le parcours utilisateur, par exemple, pour rentrer dans Sandbox, c'est quand même difficile. Donc finalement, on est peut-être au même point. On a juste rajouté par contre d'autres technologies, comme par exemple aussi les NFT et les blockchains, qui sont certainement des maillons très importants du futur métaverse. Et en effet, je pense aussi que la dimension données générées par les utilisateurs au sens de création est toujours aussi importante à partir du moment où elle est soutenue en effet par une économie. À partir du moment où on inclut l'utilisateur dans l'économie, je pense que c'est un facteur de succès. Et quelque part, finalement, c'est comme un qui l'avait déjà fait. Il continue aujourd'hui d'héberger une économie qui fonctionne très bien. Ça a même été, je pense, à un moment comparé, par exemple, en termes de produits national brut, entre guillemets, à un pays comme, par exemple, Honduras, juste pour une plateforme virtuelle. Donc, en effet, je pense qu'on a intérêt à ne pas dénigrer, nous disant oui, c'est que live, c'était rigolo, tout ça, c'était. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été expérimentées, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Et je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à regarder ce qui s'est passé là-bas, ce qui continue de se passer, pour s'inspirer justement pour faire évoluer ces nouvelles plateformes. Dans ces évolutions, Erwan, donc au début, tu me dis si j'ai des bêtises, mais au début j'ai compris ce que vous proposiez, vous, c'était de faire donc, des études dans des mondes virtuels pour mieux concevoir des produits réels et des points de vente réels. Puis vous êtes venu vous avez développé votre offre avec des notions aussi comme de e-commerce 3D. Tu crois à cette trajectoire de l'unification, en tout cas de l'omnicanal avec le web, le physique, le métaverse, ou est-ce que finalement les points de vente physiques vont disparaître un jour? C'est quoi ta vision un peu long terme là-dessus? Ouais, c'est intéressant comme question. En fait, on se pose souvent la question du magasin physique, ce qu'il va devenir. Je pense que le contraire, c'est même une. Enfin, par exemple, notre premier client, c'était justement Nespresso, j'en ai parlé tout à l'heure. Et Nespresso, en 2018, quand on a lancé Retail VR, c'était considéré comme des entreprises avec Apple, par exemple, qui maîtrisaient, enfin, entre guillemets, qui étaient souvent citées comme une entreprise qui maîtrisait tous les canaux parfaitement, qui savait vendre en magasin, avec une super expérience, et vendre en digital, super expérience, et même au téléphone, parce que vous pouviez toujours venir appeler un conseiller café et acheter votre café au téléphone. Et puis quand c'est venu nous voir, ils ont dit nous on aimerait bien explorer le virtuel et comprendre ce qu'on peut y faire dedans. C'est vraiment le métaverse. Et en fait, ce qu'on se dit nous, c'est que c'est une voie, c'est un canal supplémentaire. C'est pas. Je pense pas qu'il faille le comparer donc c'est du digital, parce qu'en fait c'est la croisée du magasin, de l'expérience physique dans laquelle on se promet, et du digital. C'est peut-être le meilleur au moins bon des deux aussi. Mais par exemple, quand on a fait des expériences avec Casino également sur des caves à vin, le réflexe de nos marques, de nos clients, pour moi, c'est de dire on va créer le réel, on va reproduire le réel, on va le pousser, puis en fait, on va pas trop pousser, on va le mettre surtout sur nos sites. Et en fait, les visiteurs de notre site e-commerce vont pouvoir visiter des magasins virtuels via notre site. Et en fait, je pense que l'intérêt de ces environnements virtuels, c'est aussi de pouvoir les visiter quand on veut et détacher du e-commerce, détacher du magasin. Et donc, ce qu'on leur conseille, nous, c'est au contraire de dire c'est des lieux que vous pouvez visiter 24/24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas besoin d'aller via des potes, vous pouvez être accompagné dans l'aide de choix, etc. Vous pouvez visiter des
flashy de magasins. Et finalement, c'est d'ouvrir, d'animer une communauté de clients grâce à ces magasins virtuels et permettre à des gens qui ne sont pas dans la zone de chalandise des magasins physiques ou qui n'auraient pas accès aux magasins sur le digital ou l'e-commerce, d'aller dans ces expériences qui sont beaucoup plus engageantes et beaucoup plus représentatives de la marque que la classique de Decathlon. Ouais. Stéphane, tu veux réagir? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Hera, parce que ça me rappelle justement des problématiques de marque sur lesquelles j'ai pu travailler. Et il y a toujours cette tentation, à partir du moment où on parle de virtuel, de reproduire le réel. Et se pose la question de savoir si c'est efficace et intéressant. L'expérience dans un magasin, on a nos habitudes, on a un corps auquel on est très habitué, c'est facile de déambuler et de prendre des choses en main. Aujourd'hui, donc, la virtualité reste quand même quelque chose avec pas mal de friction. Donc le reproduire le réel n'est pas forcément productif, à part pour des questions de mesure, par exemple de test AB, d'optimisation des espaces, etc. Mais en termes d'expérience, je pense qu'une page web peut être plus efficace en termes de vente que la reproduction d'un espace 3D dans lequel il peut être difficile de se promener. Par contre, ce qui est plus intéressant de faire, c'est de se dire, voilà, donc qu'est-ce que le virtuel peut apporter en plus par rapport au réel, et c'est là justement que les marques de luxe ont vraiment une carte à jouer et l'ont déjà fait à de nombreuses reprises, c'est d'offrir des expériences qui sont impossibles dans la réalité, qui sont très faciles à faire en virtuel. Des parfums, des bijoutiers, etc., qui font des environnements époustouflants. Est-ce que vos clients, pour les espaces virtuels de type salon, campus, espaces de formation, ils sont aussi très classiques quand ils vous demandent de designer ces espaces-là? Ouais. C'est un peu le sentiment que j'ai, je vois des choses qui ressemblent beaucoup à la réalité, alors que là on a une dimension créative potentiellement infinie, quoi. Ouais, on a essayé de proposer par exemple d'emmener les gens sur des îles, des mondes extraterrestres, style Avatar, Pandora, etc. Mars, et en fait non. Dans un contexte professionnel, la tentation c'est de reproduire un cadre assez neutre, fidèle on va dire aux valeurs de la marque, et donc propice au travail. Est-ce que c'est pareil chez toi, Tony, où tu as des data scientists qui te disent en virtuel je veux voir un histogramme, et toi tu leur dis non bref, bien tout ça. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que les clients ont une approche assez classique finalement? Oui. Et donc c'est à nous de les amener sur le chemin de s'imaginer au-delà du classique, de sortir de ces carcans. Ça fait des années qu'on travaille avec les mêmes outils, qu'on a les mêmes représentations visuelles. Donc il faut vraiment avoir un effort pour essayer d'aller voir plus loin et de travailler avec de personnes qui travaillent dans d'autres disciplines aussi. Donc tout ce qui est partie effectivement d'analyse, surtout toute la partie multidimensionnelle, comment est-ce qu'on peut représenter plusieurs dimensions en un seul et même objet. Et je crois moi beaucoup à la partie métaphorique, c'est-à-dire d'utiliser des choses très réelles, mais qui auraient un sens différent, et donc de permettre de rendre accessible à tout à chacun des choses très complexes. Donc, par exemple, si je reprends le domaine de la cybersécurité, on met quelqu'un dans un jardin, il fait beau, il y a des oiseaux, il y a des arbres, c'est très bien. D'un seul coup, les oiseaux commencent à s'exciter, on commence à avoir des nuages, on commence à avoir un éclair, tout le monde est capable de comprendre qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et comment est-ce qu'à partir de ces parties métaphoriques classiques qu'on connaît, tout à chacun, de pouvoir effectivement faire comprendre des choses complexes et facilement assimilables. Donc finalement, vous avez tous les trois évoqué le fait que les clients ont une approche généralement un peu classique, traditionnelle, et que ces nouveaux médias, il faut qu'on les accompagne à être créatifs, quoi, à les exploiter de manière créative. Pour finir un peu le tour de table, j'aimerais bien avoir votre sentiment dans 10 ans. Vous voyez comment en train d'utiliser le métaverse, alors pas forcément dans votre business aujourd'hui, mais dans votre vie personnelle. Vous voyez faire quoi dans 10 ans avec un PC ou un casque de réalité virtuelle chez vous? Alors tout à l'heure, tu disais que tu ne croyais pas forcément à la diffusion grand public de ces technos, et surtout pour ma partie, la partie réalité augmentée. Aujourd'hui, on commence à avoir des devices comme chez Enreal qui sont accessibles, aux alentours de 600 €. Elles sont forcément couplées à un smartphone pour avoir la capacité de computing. Mais demain, vous allez pouvoir avoir les personnes avec des lunettes qui sont assez stylées, assez classiques, dans la rue, et avoir de la suggestion automatique en superposition du réel pour pouvoir acheter une place de concert, avoir du marketing augmenté, avoir des informations, par exemple. Moi j'habite à Paris, il y a plein de touristes qui voudraient se balader, ils voudraient par exemple avoir un circuit touristique pédestre qui soit le plus simple possible. Et dans le temps réel, on récupère tous les capteurs de pollution
Et on va pouvoir faire un fléchage GPS pour ces personnes, pour les faire circuler dans les rues qui sont les moins polluées, par exemple. Ok, idée de start-up. Erwan, tu feras quoi dans 10 ans avec tes lunettes de réalité augmentée? Et moi, tout à l'heure, tu évoquais le fait que l'usage et l'adoption passerait probablement par le matériel, et je pense que c'est ce que tu dis là, c'est tant qu'on aura des grosses lunettes, moi je suis en B2C, en tous les cas, il y a un sujet d'adoption, ça reste un investissement, aussi aujourd'hui presque moins cher qu'un téléphone portable. Mais il y a quand même une limite, tu peux parler de limite de temps passable. Donc je pense qu'en fait, pour le B2C, c'est plus par le matériel qu'on verra les usages. Et aujourd'hui, en fait, on est plus contraint à utiliser nos devices type PC, téléphone. En B2B, c'est accepté. On peut mettre des casques parce qu'il y a des usages et qu'on est capable d'investir et de passer du temps dessus. Mais donc dans 10 ans, j'espère qu'on aura des. Enfin, j'espère, j'en sais rien, mais je pense qu'on sera sur probablement des lentilles ou des lunettes beaucoup plus acceptable qu'on pourra apporter et produire ces expériences. Et plutôt augmenter. Et toi, Stéphane, tu fais quoi? Moi, je partage la même vision, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un matériel qui permettra de le rendre ubiquitaire et facile d'accès. Peut-être qu'Apple, dans ce cas-là, pourrait avoir une carte à jouer, pas en sortant un casque à 3 000 €, comme ce qu'on a entendu. Mais par contre, je pense que leur vision, c'est justement la disparition des écrans. La disparition des interfaces clavier, ce genre de choses, qu'on passe plutôt par le langage naturel, qu'on passe par les gestes, avec un appareil qu'on aura dans la poche, autour d'un doigt, quelque chose comme ça, et donc quelque chose qui va tendre à disparaître. Donc plus en effet de la réalité mixte aussi pour moi, que de la réalité virtuelle pure, avec la possibilité d'avoir une sorte de curseur, c'est-à-dire que à certains moments je peux choisir plus d'immersion ou au contraire moins d'immersion pour arriver à une information contextuelle plus symbolique et plus efficace. Je vois beaucoup de développement, par exemple, dans le domaine du patrimoine, du tourisme, de la culture. Moi, j'aimerais bien me balader dans un musée pendant 10 ans et pouvoir avoir un guide à côté de moi qui m'accompagne personnellement, qui est peut-être un doctorant qui est dans une fac ailleurs et qui va me commenter tout ce que je vois autour de moi et aussi de voir apparaître des choses comme par exemple les jardins de Versailles tels qu'ils étaient à l'époque et ce genre de choses. Donc je vois beaucoup de développement dans cette direction-là, modulo quand même, ce que tu soulignais tout à l'heure, l'acceptabilité d'un effet social et aussi l'impact environnemental qui est-ce que face à la crise climatique à laquelle on va se confronter, est-ce que ce sera le choix de l'humanité d'aller dans cette direction-là? Et puis grâce aux data récoltées dans ton parcours dans le musée, en arrivant à la boutique, on proposera le bon magazine, le bon truc à acheter qui revient avec ce qui t'a plu. Exactement. Bon, c'est tout à boucler.